Donc, bonjour, je vais commencer la séance. Avant de commencer, est-ce que vous avez des questions sur la deuxième partie qui concerne la préparation des données? Hmm? Donc, avant d'avancer à la troisième partie de votre cours, est-ce que vous avez des questions sur la préparation des données? Hmm? Ok, Alice, donc je vais commencer la partie suivante. Partie 3 qui concerne l'analyse univariée. Donc, la troisième partie correspond à l'analyse univariée, c'est-à-dire comment calculer les différentes grandeurs statistiques sur une variable aléatoire. On va s'intéresser à une seule variable aléatoire, comment effectuer les représentations graphiques. Donc, ça dépend du type de variable, s'il s'agit d'une variable quantitative ou qualitative. On va voir en détail les différentes parties de l'analyse univariée. Donc, pour commencer, je vais vous présenter le principe de l'analyse univariée. Donc, elle permet de calculer cette analyse, elle permet de calculer des grandeurs statistiques telles que l'effectif, c'est-à-dire le nombre d'individus qui possèdent un caractère s'il s'agit d'une variable qualitative, s'il s'agit d'une variable quantitative, discrète. Donc, l'effectif, ça correspond au nombre des individus qui présentent une modalité bien précise. Donc, nous pouvons calculer aussi les paramètres de tendance centrale. Je vais les définir par la suite. Les paramètres de dispersion, c'est-à-dire l'écart des différentes réalisations par rapport à une valeur de tendance centrale comme la moyenne, et les représentations graphiques. Donc, ces différentes étapes varient selon le type de variable. S'il s'agit d'une variable quantitative, discrète, continue, ou d'une variable qualitative, ordinale et nominale. Donc, on va voir les différentes méthodes ou les différentes grandeurs sur les deux types de variables aléatoires. Donc, l'objectif de l'analyse univariée, c'est d'obtenir un résumé sur la variable statistique. Bien sûr, on s'intéresse à une seule variable. C'est pour cela on le nomme univarié. Donc, l'objectif, c'est d'obtenir un résumé sur la variable statistique au moyen des valeurs typiques. Par exemple, la moyenne, l'écart type, la variance, ainsi de suite, et les représentations graphiques. Donc, les valeurs typiques, donc, se composent en trois parties. La première partie, ce sont les paramètres de tendance centrale, ou qu'on appelle les mesures de position, donc telles que la moyenne, la médiane, s'il s'agit d'une variable quantitative, et le mode s'il s'agit d'une variable qualitative. Le mode, c'est-à-dire la modalité qui représente l'effectif le plus élevé. L'effectif, c'est-à-dire les individus, le nombre des individus qui possèdent un tel caractère. Deuxième type, ce sont les mesures de dispersion. La dispersion, c'est-à-dire la variation des différentes valeurs que peut prendre la variable aléatoire par rapport à un paramètre de tendance centrale, qui est la moyenne. Donc, les mesures de dispersion, les quantiles, la variance, l'écart type et l'étendue. L'étendue, c'est la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale.
Et enfin, le troisième type, ce sont les mesures de forme de la distribution. Donc, on va s'intéresser à ces deux mesures, la symétrie, c'est-à-dire si la distribution elle est symétrique ou non, et l'aplatissement, si elle est aplatie ou non. On va voir en détail ces différentes valeurs selon le type de variable aléatoire. En fait, il y a deux types de variables aléatoires quantitatives, discrètes et continues. Discrètes, c'est-à-dire les différentes modalités que prend cette variable sont des entiers. Continues, les différentes modalités que peut prendre cette variable appartenant à un intervalle sont des réels. Donc, je vais commencer par la première mesure statistique, ce sont l'effectif. L'effectif, c'est-à-dire le nombre d'individus que possèdent un tel caractère ou une telle caractéristique étudiée selon l'objet d'étude. Donc, pour obtenir l'effectif, dans le cas variable aléatoire quantitatif, on utilise la fonction R table. Si vous avez des questions, vous pouvez prendre la parole. Donc, pour calculer l'effectif, la commande R a utilisé table. Pour calculer l'effectif cumulé, je vais vous expliquer à travers un exemple qu'est-ce que ça veut dire un effectif cumulé. Donc, en utilisant cette fonction R. Donc, supposons que vous avez une variable aléatoire, l'âge. Donc, il s'agit d'une variable quantitative continue. Donc, au niveau de la première colonne, j'ai identifié les différentes tranches d'âge. L'effectif, ça correspond au nombre des individus qui ont un âge entre 14 ans et 15 ans. De même, 10, nombre des individus qui ont un âge entre 15 ans et 16 ans, ainsi de suite. Donc, l'effectif, ça correspond au nombre des individus qui possèdent cette modalité. Maintenant, comment calculer l'effectif cumulé croissant? Donc, à chaque fois, on va ajouter l'effectif de la modalité suivante. Donc, je vais commencer par 5, puis l'effectif cumulé suivant, 5 plus 10, ça donne 15. 15 plus 7, ça donne 22. 22 plus 2, ça donne 24. Donc, l'effectif, il correspond au nombre des individus qui possèdent un caractère ou une modalité bien précise. L'effectif cumulé, c'est la somme cumulée de ces effectifs. Donc, la fonction R qui va vous permettre de déterminer l'effectif, c'est la fonction table. L'effectif cumulé, la fonction, celle-là. Maintenant, pour déterminer la fréquence, on dit fréquence, ou proportion ou pourcentage d'apparition d'une modalité. Donc, ça correspond à l'effectif sur le nombre total d'individus. Donc, la commande R qui permet de déterminer cette fréquence ou cette proportion, c'est la fonction table, c'est-à-dire l'effectif sur le nombre total des individus. NRO, c'est-à-dire cette fonction va vous permettre de déterminer le nombre total des individus. Par exemple, pour calculer la fréquence ou la proportion des individus qui ont un âge entre 14 et 15, ça correspond à l'effectif 5 sur 24. C'est clair? C'est clair? Oui. Donc, la première grandeur statistique, ce sont les effectifs. Donc, l'effectif se calcule sur les variables, que ce soit qualitatif, nominal, ordonné, et des variables discrètes. Cela se fait grâce à l'instruction table. Pour la variable qualitative, vous pouvez obtenir le tableau de contingence, c'est-à-dire ce tableau, il contient les différentes modalités
que possède la variable aléatoire, pour chaque modalité, vous avez l'effectif qui lui est correspondant. Donc, vous pouvez l'obtenir en utilisant la fonction table. Lorsqu'il s'agit d'un nombre élevé de modalités, par exemple, s'il s'agit d'une variable qualitative qui possède, par exemple, 15 modalités ou 20 modalités. Donc, vous ne pouvez pas déterminer facilement l'effectif. Donc, vous devez ordonner les modalités en utilisant la fonction sort, puis vous pouvez calculer l'effectif et la fréquence ou la proportion d'apparition d'un caractère en utilisant la fonction prop.table. C'est clair? Pour les variables quantitatives, pour calculer la fréquence, vous utilisez cette fonction-là, table, c'est-à-dire l'effectif sur le total des individus. Par contre, dans le cas d'une variable qualitative, pour calculer la fréquence d'apparition d'un caractère ou le pourcentage, vous devez utiliser la fonction prop.table. Donc, voilà. Donc, s'il s'agit d'une variable qualitative, que ce soit nominale ou ordinale, pour calculer la fréquence, vous devez utiliser prop.table. Pour l'effectif, s'il s'agit d'une variable qui contient par exemple 3-4 modalités, vous pouvez utiliser la fonction table. Sinon, si la variable contient plusieurs modalités, vous devez ordonner ces modalités en utilisant la fonction sort, puis vous pouvez calculer facilement l'effectif en utilisant la fonction table. Donc, en ce qui concerne une variable quantitative, comme j'ai expliqué tout à l'heure, donc pour calculer l'effectif, vous devez utiliser la fonction table. Pour calculer l'effectif cumulé, vous utilisez cette fonction. Et pour calculer la fréquence ou la proportion d'apparition d'un caractère ou d'une modalité, vous devez utiliser cette fonction, l'effectif sur nombre total des individus. Donc maintenant, je vais passer aux différentes valeurs typiques. Les mesures de position ou de tendance centrale, c'est la même chose. Donc, que ce soit position ou tendance centrale. Donc, il y a la moyenne, la médiane pour les variables quantitatives, le mode pour la variable qualitative. Les paramètres de dispersion, c'est-à-dire dispersion, c'est une variation des différentes observations par rapport à un paramètre de tendance centrale, par rapport à la moyenne généralement. La mesure de cette dispersion s'effectue à travers l'écart type, la variance ou les quantiles. Et le dernier type, ça concerne la forme de la distribution. Si vous avez une distribution, vous pouvez caractériser cette distribution si elle est symétrique ou non, si elle est aplatie ou non. Je vais identifier par la suite ces deux mesures en détail. Et enfin, vous pouvez caractériser une variable aléatoire à l'aide d'une représentation graphique. On va voir, pour chaque type de variable aléatoire, il y a une représentation graphique qui lui est appropriée. Donc, je vais commencer par les mesures de tendance centrale, ou ce qu'on appelle les mesures de position. Donc, le mode ou la valeur modale, ou la classe modale. Donc, ce paramètre concerne les variables qualitatives, c'est-à-dire la modalité qui correspond à l'effectif le plus élevé ou la fréquence la plus élevée. Donc, le calcul du mode, dans le cas d'une variable qualitative, elle correspond à l'effectif, que ce soit l'effectif le plus élevé ou la fréquence la plus élevée. Concernant la médiane, c'est la valeur qui permet de diviser les observations en 50%. Donc, elle permet de diviser les différentes réalisations de la variable en deux parties égales.
Vous devez faire attention. Donc, ces paramètres sont des valeurs qui se trouvent au niveau de votre série. Donc, et la moyenne mine. Je vais identifier les différentes fonctions R qui va vous permettre de calculer ces paramètres et comment interpréter le résultat obtenu. Donc, les mesures de tendance centrale ou de position, elles permettent de décrire une mesure statistique autour de laquelle se concentrent les données d'une distribution. Donc, il y a 3 mesures, la moyenne pour une variable quantitative, la fonction R à utiliser pour calculer la moyenne mean, le mode dans le cas d'une variable qualitative. Je vais vous identifier la fonction R qui va vous permettre de calculer cette mesure de tendance centrale et la médiane. Donc, je vais commencer par la moyenne. Donc, les mesures de position permettent de déterminer la valeur autour de laquelle se concentrent les différentes observations de la variable ou les différentes données. Donc, je vais commencer par la moyenne. La moyenne, elle est calculée dans le cas d'une variable quantitative, que ce soit discrète ou continue. Donc, c'est une valeur que représente le centre des données. Dans le cas d'une variable aléatoire discrète, c'est-à-dire les différentes modalités sont des entiers, la moyenne mu égale somme des réalisations ou somme des observations sur nombre total. Dans le cas continu, ça correspond à l'intégrale de x, f de x, dx, avec f de x, la fonction de densité. Donc, la fonction R qui va vous permettre de calculer la moyenne, c'est la fonction mean. Est-ce que vous avez des questions avant d'avancer? On va faire des exemples pratiques et des applications pour les différentes valeurs typiques. Je peux avancer? Ok, Aziz. Donc, deuxième mesure ou deuxième paramètre de position ou de tendance centrale, c'est le mode. Donc, on calcule le mode dans le cas d'une variable qualitative. Donc, le mode correspond à la valeur la plus fréquente, c'est-à-dire la modalité qui correspond à l'effectif le plus élevé ou la fréquence la plus élevée. Donc, pour calculer le mode, il n'y a pas une fonction R directe. Vous devez effectuer ces 3 étapes. Donc, la première étape, vous devez calculer l'effectif pour chaque variable en utilisant la fonction table. Deuxième étape, vous devez ordonner ces effectifs par ordre croissant en utilisant la fonction sort. Et le mode correspond à la valeur ou la fréquence ou l'effectif le plus élevé. Donc, pour déterminer le mode dans le cas d'une variable qualitative, vous devez passer par ces 3 étapes. Donc, vous devez calculer l'effectif pour chaque modalité, pour chaque variable en utilisant la fonction table. Deuxième étape, vous devez ordonner ces effectifs par ordre croissant en utilisant la fonction sort. Et enfin, vous pouvez déterminer le mode qui correspond à la fréquence ou la valeur la plus élevée. Donc, la moyenne, voici la formule comment calculer la moyenne dans le cas d'une variable quantitative continue et comment calculer cette moyenne dans le cas d'une variable quantitative discrète.
Donc, il y a une interprétation. Donc, la moyenne, elle permet de représenter le centre de données ou la valeur autour de laquelle sont réparties les différentes observations. Donc, pour calculer la moyenne, la commande R min. Mais s'il existe des valeurs manquantes au niveau de votre base de données, vous ne pouvez pas obtenir une valeur. Donc, vous devez éliminer ces valeurs manquantes en utilisant la fonction na.rm égale true. Puis, vous pouvez calculer la moyenne. Donc, je vais vous donner un exemple. Donc, on va supposer que le vecteur poids, il contient le poids en kilos de 10 bébés. Donc, pour calculer la moyenne, comme vous pouvez le remarquer, ce vecteur de données ne contient pas des valeurs manquantes. Donc, vous pouvez calculer la moyenne en tapant la commande min, entre parenthèses, le poids, c'est l'objet où j'effectue mes données. Donc, maintenant, le mode, il correspond à la fréquence ou l'effectif le plus élevé. Donc, le mode, ça correspond à une variable qualitative. Donc, pour déterminer le mode, vous devez respecter, comme j'ai expliqué tout à l'heure, ces différentes étapes. Donc, je calcule l'effectif pour chaque variable. Donc, j'effectue je vais mettre les différents effectifs selon un ordre croissant en utilisant la fonction sort. Et enfin, avec une lecture simple, vous pouvez déterminer le mode. Donc, voici un exemple. Donc, le vecteur race, il contient la race de 12 chiens. Donc, vous êtes demandé de déterminer le mode. La première étape, donc, vous devez déterminer l'effectif pour chaque modalité. C'est clair? Donc, pour déterminer l'effectif en utilisant la fonction table. La deuxième étape, vous devez trier ces effectifs, c'est-à-dire classer les effectifs par ordre croissant en utilisant la fonction sort. Donc, la sortie va vous permettre d'avoir ces valeurs-là. Donc, le mode, ça correspond à la valeur la plus élevée. Dans votre cas ici, ça correspond à 5. C'est clair? Hein? C'est clair? Avant de passer au paramètre suivant de tendance centrale. Hmm? Vous êtes là? Tout est clair pour vous? OK, donc, le troisième paramètre, c'est la médiane. Donc, pour calculer la médiane, ça dépend du nombre des observations ou nombre des réalisations que vous disposez pour une variable aléatoire. Donc, la médiane, c'est le nombre qui sépare la série ordonnée en deux groupes qui sont égales. Hein? Bien sûr, il faut effectuer l'ordre croissant. C'est la première étape. Puis, comment déterminer la valeur de la médiane? Ça dépend du nombre des observations que vous disposez. En fait, si le nombre, je vais faire un exemple explicatif par la suite. Si le nombre des observations, n, il est impair. Donc, la médiane, ça correspond à la valeur que se trouve au niveau de votre série à l'ordre n plus 1 sur 2. Par exemple, donc j'ai ces observations. X1 égale à 1, X2, 2, 3, 5 et 7. Donc, pour calculer la médiane de cette série des observations, donc vous avez 5 observations. Donc, N
est impair. Donc, la médiane, ça correspond à une valeur de série à l'ordre n plus 1 sur 2, c'est-à-dire n plus 1 sur 2. 5 plus 1 sur 2, ça fait 3. Donc, la médiane égale la valeur à l'ordre 3, c'est-à-dire égale à 3. Donc, la médiane, c'est une valeur qui se trouve au niveau de votre série, mais à l'ordre n plus 1 sur 2. N, ça correspond au nombre des observations totales que vous disposez sur une variable aléatoire. Maintenant, si nombre des observations pair, c'est-à-dire, j'ai pris un exemple, vous avez 4 observations. Donc, la médiane, ça correspond à une valeur qui se trouve au niveau de cette série en respectant ces ordres. Donc, elle correspond à un demi, la valeur à l'ordre n sur 2, c'est-à-dire dans votre cas, x2, ça correspond à 2, plus la valeur de la série à l'ordre n sur 2 plus 1, c'est-à-dire n sur 2, 4 sur 2 plus 1. Donc, ça correspond à la valeur à l'ordre 3, c'est-à-dire 3. Donc, la médiane égale 2 plus 3 sur 2, 5 demi. Il y a une fonction R qui va vous permettre de déterminer directement la valeur de la médiane, celle-là. Donc, voici la définition de la médiane. C'est le nombre qui sépare la série ordonnée en deux groupes de même effectif. Donc, avant d'effectuer ces mesures-là, la première étape, vous devez classer ou ordonner les différentes observations que vous avez par ordre croissant. Puis, vous pouvez passer à ces étapes-là. C'est clair? Donc, pour calculer la médiane, la première étape, vous devez ordonner vos réalisations selon un ordre croissant en utilisant la fonction sort. Puis, vous pouvez passer manuellement à calculer la médiane. Ça dépend du nombre des observations. Si elle est impaire, voici la formule. Si elle est impaire, voici la formule. Donc, sinon, vous pouvez utiliser tout court la commande R médiane. Donc, maintenant, voici les différents exemples. Donc, la première étape, vous devez ordonner votre observation ou votre réalisation que vous avez ou les mesures sur la variable aléatoire par ordre croissant. Puis, ça dépend du nombre des observations, c'est les pairs ou impairs. Vous pouvez calculer la médiane manuellement. Donc, l'interprétation. La médiane est une valeur observée contrairement à la moyenne. Donc, la moyenne, que vous devez la calculer, ça correspond sans des observations sur le nombre total. Par contre, donc, pas nécessairement, la valeur de la moyenne existe dans votre observation ou dans votre réalisation. Par contre, la médiane, c'est une valeur qui se trouve au niveau de votre base de données ou au niveau des réalisations. Donc maintenant, on a deux mesures de tendance centrale ou de position, la moyenne et la médiane. Quelle est la plus pertinente, c'est-à-dire la plus pertinente, qui n'est pas influencée par les valeurs extrêmes? Quelle est la grandeur statistique parmi ces deux, que ce soit la moyenne ou la médiane, qui n'est pas influencée par des valeurs extrêmes ou par les valeurs aberrantes? Je vais prendre deux exemples. Donc, voici la première série. Elle ne contient pas de valeurs aberrantes. Par contre, la deuxième série, elle contient une valeur aberrante, une valeur extrême. Au lieu de taper 7, on a tapé 77. Faute de frappe ou une faute de mesure, je ne sais pas, mais il existe une valeur extrême au niveau de votre série. Donc, je vais identifier quelle est la mesure statistique
qui n'est pas influencée par cette variable, par cette valeur aberrante, c'est-à-dire elle ne fausse pas l'interprétation par la suite. Donc, la première grandeur de tendance centrale, c'est la moyenne. Donc, la moyenne, ça correspond à la somme des observations sur nombre des observations. Sur la première série, on a obtenu la moyenne égale à 3. La deuxième série, la moyenne égale 10,78. Donc, comme vous pouvez remarquer, la valeur aberrante a un effet important sur la moyenne. La question qui se pose maintenant, est-ce que cette valeur aberrante a le même effet sur la médiane ou non? Donc, puisque la médiane, c'est une valeur que se trouve au niveau de votre série. Donc, le nombre des observations, elle est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Elle est impaire. Donc, vous pouvez utiliser la deuxième formule pour celle-là, pour calculer la médiane. Donc, ça correspond à la valeur de la série qui se trouve à l'ordre n plus 1 sur 2, c'est-à-dire 9 plus 1, 10 sur 2, 5. Mais vous devez faire attention sur l'ensemble des réalisations qui sont ordonnées par ordre croissant. Donc, pour la première série, la médiane égale à 2. Pour la deuxième série, de même, la médiane égale à 2. Donc, comme vous pouvez remarquer, la médiane n'est pas influencée par cette valeur aberrante. Donc, le paramètre de position, le paramètre de tendance centrale, le plus adéquat, c'est la médiane, puisque la moyenne est très influencée s'il s'agit d'une valeur extrême ou une valeur aberrante. C'est clair? Donc, la conclusion, le choix de la médiane comme valeur centrale est bien plus indiqué que celui de la moyenne arithmétique, parce que la moyenne arithmétique peut être influencée par les valeurs aberrantes. Donc, j'ai identifié cette remarque. Donc, la différence entre la moyenne et la médiane. Dans le cas de présence des valeurs extrêmes ou des valeurs aberrantes, la médiane est plus indiquée, elle n'est pas influencée par cette valeur-là. Je peux avancer. Ok, Asma. Donc, maintenant, je vais passer à la symétrie de la distribution. C'est la distribution, elle est symétrique par rapport à un paramètre de tendance centrale, c'est-à-dire par rapport que ce soit la moyenne ou la médiane, ou non, c'est-à-dire les observations ou la forme de la distribution qui se trouve à gauche du paramètre de tendance centrale, elle est la même à droite. Donc, si vous avez cette forme-là, donc voici, cette ligne-là, ça correspond à la moyenne ou la médiane. Donc, comme vous pouvez remarquer, la distribution, elle est symétrique. Donc, l'allure de la courbe au niveau de cet côté, c'est la même de l'autre côté. Par contre, dans une distribution non symétrique, la moyenne et la médiane ne sont pas confondues. Donc, la ligne bleue, ça correspond à la moyenne. La ligne jaune, ça correspond, ou orange, ça correspond à la médiane. C'est clair? Donc, la série ou la distribution est non symétrique par rapport
aux paramètres de tendance centrale. Donc, la forme de la distribution, si vous avez la même allure, que ce soit à droite ou à gauche, par rapport à un paramètre de tendance centrale, que ce soit la moyenne ou la médiane. Donc, dans le cas d'une distribution symétrique, la moyenne et la médiane, elles sont confondues. Dans le cas d'une distribution non symétrique, ils sont différentes. C'est clair? Donc, voici les positions de la moyenne et la médiane selon la forme. Si vous avez une distribution symétrique, hein, donc on a la même allure de la courbe vis-à-vis cette position-là, le paramètre de tendance centrale, que ce soit la moyenne ou la médiane. Donc, dans le cas d'une distribution symétrique, il y a une égalité entre ces deux paramètres. Donc, si vous avez dans une série de données, quand la moyenne égale la médiane, donc vous pouvez conclure qu'il s'agit d'une distribution symétrique. Par contre, si la moyenne différente de la médiane, que ce soit supérieure ou inférieure à la médiane, donc la distribution est non symétrique. Je vais vous expliquer par la suite comment vous pouvez tirer une conclusion concernant la distribution, si elle est symétrique ou non, en utilisant une grandeur statistique et une représentation graphique. C'est clair? Donc, les paramètres de position, la moyenne et la médiane, elles sont égales dans le cas d'une distribution symétrique et elles sont différentes dans le cas d'une distribution non symétrique. Oui, شكون يحب يتكلم؟ Oui, Asma. شيء مش بالعاني نزلت على الميكرو. Comment? مش بالعاني نزلت على الميكرو. Ah ben, ok, في بالي تحب تسأل question. Hein? Je peux avancer. Si vous avez des questions, vous pouvez prendre la parole. Hein? Ok. Donc, si les données sont symétriques, symétriques par rapport à quoi? Par rapport à un paramètre de tendance centrale. Donc, vous avez la moyenne égale la médiane. Si les données sont non symétriques, donc il n'y a pas la même allure de la courbe, de part et d'autre de la moyenne ou la médiane. Donc, vous avez une différence importante entre ces deux grandeurs statistiques. Maintenant, je veux passer aux mesures de dispersion. Deuxième grandeur, aux valeurs typiques, ce sont, donc voilà la médiane. Comment calculer la médiane dans le cas d'une variable quantitative en utilisant la fonction médiane? Voilà un exemple. Donc, le poids que représentent les différentes mesures effectuées sur les individus. Donc, comme vous pouvez remarquer, ce vecteur ne contient pas des valeurs manquantes. Donc, vous pouvez calculer la médiane en utilisant cette commande-là. Vous pouvez calculer manuellement la médiane, donc en respectant les deux étapes. Donc, vous devez ordonner l'ensemble des observations par ordre croissant en utilisant la fonction sort. Et ça dépend du nombre d'observations. Vous pouvez appliquer la formule que j'ai déjà expliquée pour déterminer la valeur de la médiane. C'est clair? Si au niveau de votre base de données, il y a une valeur manquante, donc cette fonction ne va pas afficher un résultat. Donc, vous devez éliminer ces valeurs manquantes de la base de données, puis vous pouvez utiliser la fonction médiane. C'est clair? Donc, dans le cas d'une variable qualitative, voici les différentes étapes pour calculer la médiane. Donc, vous devez calculer le rang de la médiane. Donc, vous devez éliminer les valeurs manquantes de votre base de données, si elle existe. Puis, vous devez ordonner la variable en utilisant la fonction sort. Et la dernière étape, ça correspond à une combinaison de ces deux-là. Donc, voici les différentes étapes. Donc, la première étape,
vous devez éliminer les valeurs manquantes. Vous devez calculer le rang de la médiane. Donc, s'il s'agit de nombre d'observations impair, n plus 1 sur 2. Donc, vous devez calculer le rang comme première étape. Deuxième étape, vous devez ordonner la variable en utilisant la fonction sort. Et la troisième étape, ça correspond à une combinaison de ces deux. C'est clair? Donc, pour calculer la médiane, dans le cas d'une variable aléatoire qualitatif, vous devez respecter ces trois étapes. Donc, pour obtenir la longueur d'une variable, vous pouvez utiliser la fonction length. C'est clair? Maintenant, les mesures de dispersion. C'est-à-dire dispersion, c'est la variation par rapport à un paramètre de tendance centrale. Donc, comme vous pouvez remarquer ici, le 75, ça correspond au paramètre de tendance centrale, que ce soit la moyenne ou la médiane. Donc, la dispersion, ça correspond à la différentes variations que vous pouvez observer par rapport à cette valeur-là. Donc, il y a différentes mesures de dispersion telles que les quantiles, la variance, l'écart type et l'étendue. Donc, les mesures de dispersion servent à caractériser l'étalement ou la variation des valeurs présentes dans une distribution. Donc, cette variation par rapport à un paramètre de tendance centrale, que ce soit la moyenne, la médiane ou le mode. C'est clair? Plus la distribution sera étalée, plus la valeur de la mesure de dispersion sera élevée, c'est-à-dire étalée. Plus la variation, elle est importante ou la déviation, elle est importante entre le paramètre de tendance centrale et les différentes observations. C'est clair? Plus la dispersion, elle est élevée. Donc, je vais expliquer les différentes formules, comment calculer les quantiles, la variance, l'écart type et l'étendue. Donc, les quantiles, il y a trois quantiles. Donc, vu déjà, les quartiles, Q1, ça correspond à 25% des observations qui sont situées au-dessous de la valeur Q1. 50%, ça correspond à la médiane et 75%, ça correspond à Q3. C'est clair? Mais vous pouvez obtenir les différentes quantités en utilisant une valeur que vous pouvez choisir individuellement. Donc, si vous voulez obtenir le nombre des observations qui se trouvent au-dessous de 10%. Donc, cette fonction va vous permettre de l'avoir. Donc, la fonction quantile, le premier argument, ça correspond au vecteur de données, les différentes réalisations que peut prendre la variable aléatoire. Le deuxième argument, donc, ça correspond à la valeur choisie. Par exemple, vous voulez déterminer la valeur de la variable aléatoire au-dessous de laquelle il y a 0,1 des valeurs. Donc, la fonction qui va vous permettre d'obtenir cette valeur-là, donc la fonction quantile, le premier argument, les données, le poids, et P, la valeur choisie. C'est clair? Si vous voulez déterminer le premier quartile, Q1, donc, vous tapez la fonction quantile, poids, virgule, 0,25. Si vous voulez déterminer le troisième quartile, vous devez taper 0,75. La médiane, 0,5. C'est clair comment vous pouvez obtenir ces quantiles. Donc, il permet de déterminer le pourcentage des observations qui se trouvent
au-dessous de cette valeur-là. Donc, c'est une valeur qui se trouve au niveau de votre vecteur de données, au niveau de votre réalisation, qui permet de séparer ou diviser les ensembles des observations, que ce soit en un quart, trois quarts ou un demi. Donc, voici les interprétations. Donc, le premier quartile, c'est la plus petite valeur, telle qu'au moins 25% des valeurs de la série sont liées inférieures. De même, le troisième quartile, la valeur minimale et la valeur maximale. L'étendue, ça correspond à la valeur maximale moins la valeur minimale. Donc, l'étendue, c'est une mesure de dispersion. L'écart type, ça correspond à racine carrée de la variance. Il s'agit de cas qui se présentent. Si la variable aléatoire, quantitatif, continu. Donc, l'écart type, ça correspond à racine carrée de la variance. Donc, la variance égale x au carré, f de x dx, avec f de x, la fonction de densité de probabilité. Si la variable aléatoire est quantitative, discrète, pas continue, donc l'écart type il correspond à racine carrée de la variance. La variance, la somme des différentes réalisations moins la moyenne au carré sur n-1, n nombre des observations totales. Donc l'écart type, c'est une mesure de dispersion. L'écart type et la variance sont calculés sur les variables quantitatives. Donc, voici la formule pour la variable quantitative continue et celle-là pour la variable quantitative discrète. Donc, voici l'interprétation. Donc, plus l'écart type est grand, plus la distribution ou la dispersion est large. Donc, dans le cas d'un écart type égal à 1, vous avez cette allure. Lorsque l'écart type égal à 3, donc vous avez l'allure qui est plus large. Donc, plus l'écart type est grand, plus la dispersion est large. La dispersion, c'est-à-dire la variation par rapport à un paramètre de tendance centrale. Ici, on a la moyenne 0. Donc, la variation entre cette valeur-là et les différentes réalisations, elle est large. Donc, pour obtenir la variance et l'écart type, vous pouvez utiliser directement la commande R, la fonction var, minuscule, entre parenthèses x, permet de calculer la variance d'un vecteur de données ou une variable aléatoire. La fonction SD, minuscule, va vous permettre de calculer l'écart type. L'étendue qui correspond à la différence entre la valeur maximale moins la valeur minimale, c'est un paramètre de dispersion. Donc, vous pouvez calculer max moins min. Donc, la fonction max va vous permettre d'avoir la valeur maximale de la base de données. La min, la fonction min va vous donner la valeur minimale de la variable. Donc, voici les mesures de dispersion. Donc, les quantiles que j'ai expliqué tout à l'heure, l'écart type dans le cas d'une variable quantitative discrète, dans le cas d'une variable quantitative continue, la variance et l'étendue. Maintenant, je vais passer au troisième type de valeur, c'est la forme de la distribution. Donc, il y a deux paramètres qui vont vous permettre de caractériser la forme d'une distribution. Le premier, c'est le coefficient skewness, c'est ce qu'on appelle. Donc, il existe sur R.
vous pouvez obtenir la valeur de ce coefficient. L'interprétation du valeur va vous permettre de tirer une conclusion concernant la symétrie. Si la distribution, elle est symétrique ou non symétrique par rapport, je dis bien par rapport à un paramètre de tendance centrale, c'est-à-dire que ce soit mode, moyenne ou médiane. Donc, si vous obtenez ce coefficient égal à 0, donc la distribution, elle est symétrique. S'il est différent de 0, elle est asymétrique. Donc, en fait, si ce coefficient, il est positif, donc la distribution, elle présente une asymétrie à droite. Donc, elle est un peu étalée à droite, la distribution. Si le coefficient de Skewness, il est positif, donc la distribution, elle est étalée à droite. Donc, l'occurrence des valeurs positives est plus importante que ceux des valeurs négatives. C'est clair? Si la distribution, elle est asymétrique à gauche maintenant, donc le coefficient Skewness, il est inférieur à 0. Donc, la distribution, elle est un peu étalée à gauche, c'est-à-dire la distribution étalée à gauche. Le pourcentage ou la probabilité d'apparition des valeurs négatives est plus important que ceux des valeurs positives. C'est clair? Donc, vous pouvez tirer une conclusion concernant la symétrie, qui est un paramètre de forme, en utilisant le calcul de ce coefficient. Skewness, donc c'est égal à 0, donc la distribution, elle est symétrique, donc toujours, je raisonne par rapport à un paramètre de tendance centrale. Sinon, elle est asymétrique, que ce soit à droite, donc un peu étalée à droite, ou à gauche. Le deuxième paramètre de forme, c'est l'aplatissement. Donc, l'aplatissement, vous devez comparer votre distribution par rapport à une loi normale. Donc, la loi normale, où vous pouvez déterminer une conclusion concernant l'aplatissement en utilisant le coefficient kurtosis. Donc, si ce coefficient est égal à 0, donc il s'agit bien d'une loi normale. Donc, la distribution que vous disposez, elle ne diffère pas d'une loi normale. Maintenant, si le coefficient kurtosis il est supérieur à 1, donc les queues de la distribution sont plus importantes que celles d'une loi normale. Si le kurtosis inférieur à 3, inférieur à 0, donc les queues, voilà, les queues de la distribution présentent moins d'observations qu'une loi normale. Dans ce cas, les queues présentent plus d'observations qu'une loi normale. Donc, le coefficient d'aplatissement va vous donner ou va comparer les queues de distribution que vous possédez ou de la variable que vous traitez par rapport à celle d'une loi normale. Donc, si le kurtosis positif, donc les queues, présente plus d'observations que celle de la loi normale. Si elle est négative, donc les queues présentent moins d'observations que celle d'une loi normale. Donc, voici les paramètres, les mesures de forme. On a deux formes, la symétrie et l'aplatissement. C'est-à-dire la distribution, elle est symétrique par rapport à un paramètre de tendance centrale. L'aplatissement, vous devez comparer votre distribution par rapport à une loi normale. Si le queue présente plus d'observations ou moins d'observations. Donc, pour analyser la symétrie, vous devez utiliser le coefficient Skewness pour obtenir une conclusion concernant l'aplatissement, vous devez utiliser le coefficient kurtosis. Donc, voici. Donc, au niveau de la première distribution que vous pouvez remarquer, il y a la distribution, elle est symétrique par rapport
à cette couleur rouge. Donc, la couleur rouge, ça correspond à un paramètre de tendance centrale, que ce soit moyenne, médiane ou mode. De même, pour la deuxième, il s'agit d'une distribution symétrique. Celle-là, il s'agit d'une distribution asymétrique avec un skewness positif, c'est-à-dire quand vous pouvez remarquer la distribution, elle est étalée à droite. Donc, la probabilité ou la fréquence des valeurs positives est très importante par rapport aux valeurs négatives. C'est clair? Donc, il existe une distribution qui est asymétrique à droite. Maintenant, la distribution, elle est étalée à gauche. Donc, il s'agit d'une distribution asymétrique à gauche, c'est-à-dire symétrique à gauche. L'occurrence des valeurs négatives ou la fréquence des valeurs négatives est très importante par rapport aux valeurs positives. Maintenant, deuxième mesure de forme, c'est l'aplatissement. C'est-à-dire, vous devez comparer les queues de votre distribution à celle d'une loi normale. Donc, la valeur d'aplatissement est déterminée en utilisant le coefficient kurtosis, qui est comparé à 0. Dans le cas d'une variable aléatoire qui suit la loi normale, ce coefficient égale à 0. C'est clair? Donc, si le coefficient est différent de 0, donc vous pouvez tirer une conclusion selon les queues de cette distribution. S'il contient plus ou moins d'observations par rapport à celle de la loi normale. Voici donc, si l'aplatissement est positif, c'est-à-dire le coefficient kurtosis, il est supérieur à 0. Donc, les queues de votre loi, c'est-à-dire qui est pointillé en rouge. Donc, le bleu, c'est la loi normale centrée réduite. Donc, votre distribution, c'est celle qui est en rouge. Donc, comme vous pouvez remarquer, cette distribution présente des queues plus lourdes que celles du loi normale. Donc, il y a plus d'informations au niveau des queues de distribution. Par contre, si le coefficient kurtosis négatif inférieur à 0, donc voici la courbe qui est en bleu, c'est la loi normale. La courbe en rouge, c'est votre distribution. Donc, comme vous pouvez remarquer, les queues sont plus légères, c'est-à-dire il y a moins d'observations par rapport à celle d'une loi normale. C'est clair? Donc, vous pouvez comparer l'aplatissement en comparant les queues de votre distribution par rapport à celle d'une loi normale. Avant d'avancer aux représentations graphiques, si vous avez des questions, vous pouvez prendre la parole. Tout est clair pour vous à ce niveau-là? Hein? Vous pouvez prendre la parole si vous avez des questions ou un point qui n'est pas clair. Je peux avancer. Donc maintenant, les représentations graphiques, ça dépend du type de variable aléatoire. Donc, s'il s'agit d'une variable quantitative discrète, la représentation graphique se fait à l'aide d'un diagramme en bâton. Donc, au niveau des abscisses, vous avez les différentes modalités que possède la variable aléatoire. Au niveau des axes des ordonnées, ça correspond à l'effectif. Dans le cas d'une variable quantitative continue, il y a deux représentations graphiques, que ce soit l'histogramme
Donc, au niveau des axes des abscisses, ça contient les classes, c'est-à-dire les différents intervalles. Au niveau de l'axe des ordonnées, ça correspond aux fréquences ou l'effectif d'apparition d'un caractère bien précis. Donc, pour obtenir l'histogramme, vous devez taper la fonction hist. De même, vous pouvez représenter graphiquement une variable quantitative continue à l'aide d'une boîte à moustache en utilisant la fonction boxplot. Maintenant, s'il s'agit d'une variable qualitative, vous pouvez utiliser le diagramme circulaire. Donc, le diagramme circulaire en secteur, ça vous permettait de déterminer la proportion d'apparition d'un caractère bien précis. Donc, la fonction R qui va vous permettre d'obtenir cette représentation graphique s'appelle pi. Une deuxième représentation graphique pour la variable qualitative, c'est le diagramme en tuyau d'orgue. Donc, au niveau de l'axe des abscisses, ça correspond aux différentes modalités du caractère étudié. Au niveau de l'axe des ordonnées, ce sont les effectifs. Donc, la fonction R, c'est bar plot. Donc, vous avez les différentes représentations graphiques. Celle-là, elle concerne la variable qualitative en utilisant la fonction pi. Donc, les différentes couleurs, ça correspond les différentes modalités que possède le caractère étudié. Donc, cette représentation graphique, ça concerne le diagramme en bâton, variable quantitative discrète. Et cette représentation graphique s'appelle l'histogramme, concerne la variable quantitative continue. Donc, voilà les différentes commandes R qui vont vous permettre d'obtenir les représentations graphiques. Donc, je vais commencer par la variable qualitative, que ce soit diagramme en bâton ou en barre, en utilisant la fonction barplot. Le diagramme circulaire, en utilisant la fonction pi. De même, le diagramme en bâton est utilisé dans le cas d'une variable quantitative discrète. Au niveau de l'axe des ordonnées, ce sont les modalités. Au niveau d'axe des abscisses, ce sont les modalités. Au niveau d'axe des ordonnées, les fréquences. Le diagramme circulaire, dans le cas d'une variable qualitative. Donc, il représente le pourcentage ou la proportion qui est relative pour chaque modalité. Voici des exemples. Vous devez exécuter ces exemples. Donc, pour obtenir le diagramme en bâton, vous devez utiliser la fonction barplot. Dans le cas d'une variable quantitative continue, la représentation graphique se fait à l'aide d'un histogramme, la fonction R hist, ou à l'aide d'une boîte à moustache, la fonction R s'appelle boxplot. C'est clair, il y a des interprétations et des exemples pour chaque représentation graphique. Il y a un résumé des différentes fonctions à utiliser pour calculer que ce soit les mesures typiques de tendance centrale, la médiane, la moyenne, que ce soit les mesures typiques de dispersion, l'écart type, la variance, et l'étendue, la valeur maximale moins la valeur minimale. De même, il y a une fonction qui va vous permettre de calculer l'effectif total, SAM, ou summary va vous permettre de déterminer l'effectif pour chaque modalité. Elle a la même utilité que la fonction table. Avant de passer à l'application, si vous avez des questions ou un point qui n'est pas clair, Donc, pour caractériser une variable aléatoire,
vous devez effectuer une analyse univariée. Donc, vous devez calculer les valeurs typiques, les valeurs de tendance centrale, les valeurs de dispersion et l'apport pour chaque distribution. C'est clair? Vous pouvez caractériser une variable aléatoire ou étudier d'une manière univariée une variable aléatoire à l'aide des représentations graphiques. Maintenant, je vais passer à faire la première application de votre TP. Donc, analyse univariée. Je vais commencer par étudier une variable qualitative, c'est-à-dire la variable aléatoire, ça correspond à une description d'un caractère bien déterminé. Donc, le jeu de données concerne les postes de jeu observés dans un échantillon de 64 joueurs. La première question, importer le fichier handbook. Donc, la commande qui va vous permettre, ou la fonction R, qui va vous permettre d'importer la base de données, s'appelle la fonction read.table. Donc, je vais exécuter celle-là. Donc, il s'agit d'un fichier d'extension .text. Donc, vous devez identifier ces deux arguments seulement. Donc, maintenant, pour incorporer cette base de données sur votre environnement, donc vous pouvez utiliser la fonction attache. C'est bon. Donc, la question suivante. Listez les noms de toutes les variables existantes dans le jeu de données. Donc, pour déterminer les noms des variables, vous devez taper la commande names. Donc, pour obtenir le nom des variables. Donc, names. Donc, voici les variables que vous avez. Donc, TAD, TA, débit et ainsi de suite. Ce sont les noms de variables qui se trouvent au niveau de votre base de données. Maintenant, classez les variables selon leur type. Donc, pour extraire les différentes informations sur les variables, que ce soit vous pouvez taper str ou summary. Ça va vous permettre d'avoir un résumé sur les différentes variables. Donc, str, voici votre base de données. Il s'agit d'un data frame qui contient 64 observations pour 10 variables. Donc, vous avez les différentes variables qui se trouvent au niveau de votre base de données et le type de chaque variable. Donc, ces 8 variables sont des variables quantitatives, que ce soit discrètes ou continues. Donc, num, il s'agit des variables quantitatives. Selon les différentes modalités de la première variable, il s'agit d'une variable quantitative discrète. La deuxième variable, donc, contient des réels. Il s'agit d'une variable quantitative continue, ainsi de suite. Et les deux dernières variables, post et niveau, ce sont des variables qualitatives. Donc, pour la première variable, elle présente 5 modalités. La deuxième variable, niveau, c'est une variable qualitative avec 4 modalités. Maintenant, extraire un résumé sur la variable post. Donc, la commande R qui va vous permettre d'avoir un résumé sur une variable aléatoire, c'est la commande summary. Mais vous devez identifier la variable dont vous avez besoin. Donc, pour identifier une variable qui se trouve au niveau d'une base de données, je veux utiliser, vous pouvez utiliser le dollar. C'est clair? Vous devez faire attention, vous devez écrire le nom de variable tel qu'elle est dans votre base de données. Donc, la variable post en majuscule. Pour identifier cette
variables qui se trouvent au niveau de cette base de données. Donc, je vais utiliser le dollar. Donc, voilà la variable post. Donc, pour avoir un résumé, vous tapez la commande summary. Donc, summary, elle va vous donner l'effectif pour les différentes modalités. Donc, post, il y a les différentes, donc puisqu'il s'agit des données qui concernent le handball, donc il y a le gardien, le pivot, il y a 11 pivots, il y a 13 gardiens et ainsi de suite. Donc la commande summary, elle a la même fonction que la fonction table. Elle va vous donner l'effectif pour chaque modalité. Donc vous pouvez utiliser la fonction table entre parenthèses, post, ça va vous permettre d'afficher posts, voilà. La fonction table, à la fin E, LE. Voilà. Donc, la fonction table va vous permettre de déterminer l'effectif pour chaque modalité. Donc, maintenant, déterminer les fréquences relatives. Donc, vous devez effectuer le quotient, l'effectif sur nombre total. Donc, pour obtenir le nombre total d'une colonne, vous pouvez utiliser la fonction length. Hein? Donc, pour obtenir la fréquence, donc ça correspond à l'effectif, que ce soit en utilisant la fonction summary ou table, qui est divisé par la longueur ou nombre des observations pour cette variable, qui correspond length. Donc, ce quotient va vous permettre d'avoir les fréquences pour chaque modalité. C'est clair? Pour les pivots, on a la fréquence 0,17. La fréquence, c'est l'effectif sur le nombre total. Déterminer une représentation graphique des fréquences relatives de la variable post en utilisant un diagramme circulaire. Donc, la représentation graphique, comme j'ai expliqué tout à l'heure, d'une variable aléatoire qualitative, elle se fait de deux manières, que ce soit en utilisant le diagramme circulaire, en utilisant la fonction pi ou le diagramme en tuyau d'orgue. Donc, il a demandé d'avoir le diagramme circulaire des fréquences relatives. Donc, la fréquence relative, ça correspond non, l'effectif sur nombre total. Donc, puisqu'il s'agit d'un cercle, donc il s'agit de 360 degrés, je vais multiplier cette fréquence fois 360. Donc, pour obtenir la représentation, voilà. Donc, chaque partie, elle correspond à la proportion d'apparition d'une modalité. C'est clair? Donc, la modalité la plus fréquente, c'est celle-là. C'est clair? Donc, vous pouvez donner un titre à votre graphe ou votre diagramme circulaire. Donc, voici comment déterminer le diagramme circulaire des fréquences relatives. Maintenant, je peux déterminer le diagramme circulaire des effectifs. Donc, au niveau du premier argument, je vais taper que ce soit table, post ou summary. C'est clair? Ça donne le même graphe, hein, le même diagramme en circulaire. Voilà. Donc, j'ai donné un titre pour mon diagramme circulaire. Donc, que ce soit, vous pouvez obtenir ce diagramme circulaire en utilisant seulement l'effectif des différentes modalités ou en utilisant les fréquences. C'est clair? Hein? Vous êtes là? OK. Pour les autres,
Donc, maintenant, déterminer une représentation graphique des fréquences circulaires en utilisant le diagramme en battant. Donc, le diagramme en battant, en utilisant la fonction bar-plot. Voilà les fréquences absolues. Donc, pour chaque modalité, vous avez la valeur qui lui est correspondante. C'est clair? Donc, il y a deux représentations graphiques lorsqu'il s'agit d'une variable qualitative, le diagramme circulaire en utilisant la fonction pi et le diagramme en battant ou en tuyau d'orgue en utilisant la fonction bar-plot. Maintenant, dans le cas d'une variable quantitative, que ce soit discrète ou continue, donc soit les tailles mesurées pour ces 64 joueurs sont données par la variable TAD. Donc, la taille, elle se trouve dans la variable TAD. Donnez un résumé statistique pour cette variable. Donc, pour donner un résumé statistique, vous devez utiliser la commande summary. Tout d'abord, je vais identifier la variable taille que se trouve au niveau de mon base de données. Donc, je vais l'identifier par le $. Donc, j'exécute la variable taille. Donc, je vais accorder à l'objet taille cette variable. Donc, pour obtenir un résumé, vous tapez summary. Donc, puisqu'il s'agit d'une variable quantitative, voici la sortie. Donc, celle-là, c'est la valeur minimale, 170. Celui-là, c'est le premier quartile, la médiane, la moyenne, le troisième quartile et la valeur maximale. C'est clair? Donc, summary, dans le cas d'une variable qualitative, elle va vous permettre de donner l'effectif qui correspond à chaque modalité. Dans le cas d'une variable quantitative, elle va vous permettre de donner ces statistiques descriptives pour la variable étudiée. Donc, représenter graphiquement la variable taille en utilisant un histogramme. Donc, la variable taille, il s'agit d'une variable quantitative continue. Donc, pour effectuer la représentation graphique de cette variable, vous devez utiliser histogramme, la fonction hist. Donc, la fonction hist, le premier argument, c'est la variable taille. Donc, deuxième argument, ça correspond couleur. Donc, je vais choisir la couleur bleue. Et le troisième argument, ça correspond au titre que je vais accorder à cet histogramme. Et voici l'histogramme. Donc, au niveau d'une variable quantitative continue, au niveau des axes des abscisses, ça correspond aux différents intervalles. L'histogramme, ils sont liés, les différentes modalités, ils sont liés. Donc, au niveau de l'axe des abscisses, elle correspond à la variable taille qui appartient à des intervalles. Il s'agit d'une variable aléatoire continue. Au niveau de l'axe des ordonnées, ça correspond à la fréquence d'apparition de chaque tranche de taille. C'est clair? Déterminer le nombre des joueurs qui ont une taille comprise entre 175 et 180. Entre 175 et 180. Donc, je veux déterminer le nombre de joueurs qui ont une taille comprise entre 175 et 180. Donc, length pour déterminer le nombre. Donc, je vais m'intéresser à la variable taille. Et vous devez identifier les informations entre deux crochets. C'est clair? Pour extraire une information pour une modalité qui se trouve au niveau de votre base de données, vous devez utiliser le nom de la variable et deux crochets. Donc, je vais déterminer le nombre des joueurs qui ont des tailles entre 175, c'est-à-dire supérieures à 175,
est inférieur à 180. Donc, si j'exécute cette commande-là, et voilà, j'obtiens 14. Donc, il y a 14 joueurs qui ont des tailles entre 175 et 180 centimètres. Est-ce que vous avez des questions? Tout est clair pour vous? Si vous avez des questions, vous pouvez prendre la parole, hein.